Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au FEB. Je suis Vincent Jarnigon, je suis le directeur départemental du journal Ouest France, qui est partenaire donc, du Forum économique breton. J'ai l'honneur d'animer la conférence avec Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, que j'appelle tout de suite à venir me rejoindre. Et j'appelle également Pierre-Éric Pommelet, président directeur général de Naval Group. On peut l'applaudir aussi. Donc nous avons 45 minutes pour parler d'enjeux majeurs, de sujets importants. On aurait pu faire 2 heures, il paraît. On va parler des sous-marins australiens, on va parler de l'influence française en zone Indo-Pacifique et on finira par l'autonomie stratégique de la défense européenne et de son industrie. Donc on a 45 minutes, donc je commence tout de suite pour recontextualiser et notamment parler de la crise des sous-marins. En septembre 2021, donc il y a un an, le Premier ministre australien Scott Morrison a mis fin soudainement au contrat français pour la construction par Naval Group de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle pour un montant de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le chef du gouvernement australien avait notamment annoncé que son pays achèterait des sous-marins à propulsion nucléaire américains ou britanniques, un changement majeur pour un pays aux faibles capacités nucléaires. Scott Morrison s'est alors attiré les foudres du président Macron, qui l'a accusé de tromperie et a rappelé son ambassadeur d'Australie en signe de protestation. D'ordinaire peu expansif, Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, avait alors tiré à boulet rouge sur les contrevenants en des termes très peu diplomatiques, plutôt rares: mensonges, duplicité, mépris. Il leur avait reproché d'avoir dissimulé pendant des mois leurs négociations, dénoncé une rupture majeure de confiance entre alliés de l'OTAN et traité au passage le Royaume-Uni de 5e roue du carrosse. 8 mois plus tard, Scott Morrison a perdu les élections législatives et monsieur le ministre, lors de votre départ du Quai d'Orsay le 21 mai dernier, vous avez rompu avec la retenue diplomatique en vous, entre guillemets, satisfaisant de la défaite de Scott Morrison, tout en ajoutant: les actes posés au moment où ils ont été posés étaient d'une brutalité et d'un cynisme, et je serais même tenté de dire d'une incompétence notoire. Sans paraphraser un célèbre livre, un président ne devrait pas dire ça. Est-ce qu'un ministre des Affaires étrangères, sur le départ, peut dire ça à propos d'un chef de gouvernement? Ce sont des mots qui sont forts. Alors peut-être à la hauteur de l'affront, de la trahison. On a même eu le sentiment que cela vous a fait plaisir. J'ai pas pu me retenir. Il faut dire que les circonstances étaient particulières, puisque il y avait des élections législatives en Australie, et on devait avoir les résultats quasiment au moment où moi-même je tirais ma révérence et je quittais mes responsabilités gouvernementales. Et la concomitance s'est bien tombée, et finalement, Morrison et moi, on ne part pas dans les mêmes conditions. Alors, au-delà de ça, puisque vous dites un ministre doit-il dire ça, oui, j'assume. Et j'ai fait pire. Même, je ne crois pas avoir le langage diplomatique permanent, puisque le jour où ça s'est passé, Pierre-Éric Pommelet s'en souvient, dans un 20h, j'ai dit publiquement qu'il s'agissait d'un coup de poignard dans le dos. Bon, on ne peut pas dire que ce soit diplomatique comme formule. Et que, par ailleurs, j'ai fait pire, puisque j'ai proposé au président de la République de rappeler notre ambassadeur à Washington, ce qui ne s'était jamais fait dans l'histoire. Donc, on ne fait pas des choses comme ça entre alliés. Mais je me réjouis, parce que dans les déclarations que vous avez évoquées, j'ai dit aussi, puisque de temps en temps je suis sérieux, j'espère que les relations avec l'Australie vont reprendre positivement dans un cadre de confiance. Et le nouveau Premier ministre Albanese est venu à Paris au début juillet, il a rencontré le président de la République. Ils se sont mis d'accord sur la nécessité de mettre en œuvre une feuille de route de rétablissement de la confiance, et le ministre de la Défense australien, Richard Marles, est aujourd'hui en France, demain en France, non seulement en France, mais en Bretagne. Et il a profité de la tenue du Forum économique breton pour faire en sorte que la confiance revienne. Donc je m'en réjouis, tout ça a une bonne concomitance. Vous voyez qu'il y a des concomitances heureuses et des concomitances malheureuses, mais il y a aussi des concomitances heureuses. Et j'espère qu'avec l'Australie, on va trouver un nouveau chemin. J'observe aussi que le ministre
Richard Marles va embarquer à Brest sur une frégate qui s'appelle la frégate Bretagne. Donc, parfait. Pierre-Éric Pommelet, donc l'Australie, on parlait du lien avec l'Australie. L'Australie a annoncé le 11 juin dernier qu'elle allait verser à Naval Group 550 millions d'euros en cas de dédommagement. Est-ce que c'est un bon deal ? En tout cas, c'est un deal qui est, comme on l'a dit, fair and reasonable. Oui, l'Australie nous a réglé ce qu'il nous devait. Et alors, je disais ce matin que des moments comme celui-là sont des moments annuels à peu près même. Et je me rappelle très bien l'année dernière. Je me rappelle très bien l'année dernière sur cette même tribune où finalement les feux étaient en train de s'allumer au vert sur le programme australien, sur sa continuité. Et notamment, Monsieur le Ministre, si vous vous en souvenez, il y avait eu un 2+2, une réunion où vous étiez avec Florence Parly, et où c'était le 31 août d'ailleurs, je crois, où c'était toute cette fin août, et où la conclusion était que le gouvernement australien attachait une importance toute particulière au programme des sous-marins. Voilà, comme quoi on est bien peu de choses. Et puis voilà, 15 jours après, patatras, bon, je pense que là, on ne va pas revenir sur tout. Cet événement, il a été quand même largement commenté. Mais juste cette stupéfaction, ce déferlement médiatique, etc., mais que, étant donné que le sujet était politique, qui a été pris par les politiques, et en tant qu'industriel, je dois les remercier, parce que c'est dans ces moments-là où le PAC France joue. Et vu qu'on allait commencer une négociation sur la résiliation du contrat, et ça je peux le dire aujourd'hui, l'entrée en mêlée qui a été faite par les plus hautes autorités de l'État, une étant présente à mes côtés, a été extrêmement utile dans la négociation commerciale après. Voilà, les négociations commerciales sont toujours des moments où il faut aussi affirmer les forces en présence. Voilà, donc, le 16 septembre au matin, j'étais à Cherbourg devant 650 personnes qui du jour au lendemain se retrouvaient sans perspective, avec énormément d'inquiétude. On en avait 300 en Australie. Là aussi, un an après, la quasi-totalité des personnels de Naval Group ont retrouvé une place. En France, un très grand nombre dans Naval Group, parce qu'on avait la chance d'avoir des programmes, puisqu'on a reconstruit une stratégie après l'Australie, et notamment à l'international avec la Grèce, qui très rapidement a choisi la France et Naval Group pour construire des frégates. Et puis des grands programmes qui avaient été lancés dans le cadre de la loi de programmation militaire, sous-marins 3e génération, porte-avions, qui nous ont permis de repositionner un très grand nombre de personnes. Et puis en Australie, l'Australie est un pays de plein emploi, et la plupart de nos collaborateurs, de nos collègues, ont retrouvé aussi une position. Donc un an après, oui, il y a eu une négociation qui s'est faite dans un esprit finalement extrêmement professionnel. Et on a bien vu de la part de notre client australien la volonté de tourner une page, mais de tourner une page rapidement, de ne pas trop chipoter, on va dire comme ça. Donc jeudi, vous êtes à Brest. Comment ? Jeudi, vous êtes à Brest. Alors, non. Non, je ne vais pas vous dire tout ce que je fais, mais non, je ne serai pas à Brest, mais peut-être vous verrez dans la presse où est-ce que j'étais demain, où est-ce que je serai demain, où est-ce que j'étais. Voilà, non, je vais vers d'autres destinations. Je vais au Brésil, pour tout vous dire. Là aussi, un grand client de Naval Group. Et oui, restauration des relations. Je pense qu'on parlera peut-être d'Indo-Pacifique. La relation entre la France, l'Australie et les pays de l'Indo-Pacifique est absolument clé. Et en particulier, nous, industriels de défense, on est au soutien de ces moments-là. Mais voilà, l'Australie restera un acte, une partie de mon histoire, de l'histoire de l'entreprise de Naval Group. Beaucoup de souvenirs qui reviennent dans ces moments-là où le passé se mélange à l'avenir. Et en tout cas, et j'en profite ici dans cette instance pour remercier Jean-Yves Le Drian, remercier le président de la République et tous les politiques qui se sont engagés à nos côtés. Un, pour faire comprendre ce qui était inacceptable, et puis deux, quand même dans une logique de regarder après. Voilà, AUKUS, vous savez, c'est l'alliance de 3 pays, les États-Unis qui sont quand même très à la manœuvre dans ce domaine-là. Peut-être que monsieur le ministre, vous reviendrez sur le sujet. Mais l'Australie, le Royaume-Uni, voilà, l'Australie c'était Boris Johnson, non, c'était Scott Morrison, le Royaume-Uni c'était Boris Johnson. Bon, quand on a vu ce qui leur est arrivé, on voit bien qu'ils n'étaient pas forcément engagés dans la bonne direction. Alors effectivement sur la suite et les conséquences de cette crise, monsieur le ministre, le 20 septembre 2021, vous avez obtenu le soutien des 27 États membres de l'Union européenne, notamment en destination des Américains. C'était important d'avoir ce soutien. Oui, parce que ce qui était très choquant, moi je me réjouis vraiment que les relations aient pu reprendre avec le nouveau gouvernement australien. Je me réjouis de cette visite en Bretagne. Je me réjouis aussi des liens qui viennent
de se rétablir entre mon successeur de Florence Parly, Sébastien Lecornu, et les autorités australiennes. Tout ça va dans le bon sens. Petit message simplement, la route de confiance est en train de se remettre en place, mais comme dans toutes les relations humaines, il ne suffit pas d'avoir de l'amour, il faut des preuves d'amour. Donc on attend maintenant que tout cela se traduise dans les faits, mais dans la mesure où l'Australie a décidé d'engager un programme de revision de leurs propres objectifs militaires et capacitaires, donc on est sur un bon chemin après ce que nous avons vécu. Ce qu'il y a de plus grave dans ce que nous avons vécu, et c'est ce qui a justifié, à mon avis, la réaction des 27 sur le sujet. Il se trouve que c'était en mi-septembre, et en mi-septembre, il y a l'Assemblée générale des Nations unies, et donc tout le monde se trouve à New York, et donc les 27 étaient à New York. On ne s'est pas tous réunis à New York uniquement pour la question australienne, mais ça tombait bien. Ce qui les a plus choqués, et moi aussi d'ailleurs, ce n'est pas tellement la dissimulation que Pierre Pommelet décrivait, puisqu'on s'était vu quelques jours avant et que rien ne pouvait transpirer. C'est le fait qu'il y a eu une forme de solennisation de cette décision par une déclaration publique très forte et du président Biden et de Boris Johnson et du Premier ministre Morrison au même moment, en grand apparat, chacun chez lui, mais avec une coordination médiatique qui faisait que ça prenait une telle solennité que politiquement, même géopolitiquement, ça pouvait prêter à des interprétations dans lesquelles je me suis d'ailleurs immiscé, les 27 aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un truc anti-chinois? C'est un truc anti-européen? Quel sens a tout cela? Et c'est vrai que dire à ce moment-là, nous faisons ça, les Australiens, mais avec l'accord de Biden du président Biden et du Premier ministre Johnson, pour acquérir la propulsion nucléaire, dont on ne nous avait jamais parlé, parce qu'il ne semblait pas adéquat de développer dans cet espace pacifique la propulsion nucléaire de sous-marins, et d'autant plus que les Australiens n'avaient pas de pratique nucléaire, ni civile ni militaire, tout ça laissait perplexe. Et donc les Européens, effectivement, ont trouvé que l'ensemble, non pas pour des raisons commerciales, parce que à la limite, on avait obtenu les sous-marins australiens contre les Allemands. Bon, ils auraient pu dire, ben voilà, vous nous avez battus en 2016, et là, nous, on vous... Mais ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était vraiment devenu un sujet, à mon avis, stratégique. Alors vous avez d'ailleurs, à New York, demandé à rencontrer Anthony Blinken au consulat de France. Et à l'issue de cette rencontre, le dirigeant américain a semblé reconnaître un défaut de dialogue. Selon une déclaration commune donc publiée à l'époque par l'Élysée et la Maison-Blanche, vous auriez convenu tous les deux que des consultations ouvertes entre alliés auraient permis d'éviter cette situation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette rencontre qui a duré 2 heures? Alors, sans trahir de secret, c'est un peu compliqué, mais... Oui. Tony Blinken, en fait, c'est un ami, je le connaissais depuis longtemps, pour d'autres raisons. On rappelle notre ambassadeur d'abord. Et ensuite, il se trouve que, je le disais, c'est l'Assemblée générale des Nations unies, dont Blinken est à New York. Et ce n'est pas au consulat, c'est à l'ambassade de France. On a une ambassade auprès des Nations unies, et ça, symboliquement, ce n'est pas secondaire, que je le reçoive à l'ambassade de France auprès des Nations unies. Et nous parlons effectivement en tête-à-tête pendant 2 heures. Et là, je ne vous dirai rien. Simplement, c'est à la fois franc, puisqu'on se connaît, c'est tonique, parce qu'on a des choses à se dire. Simplement, à la sortie, il est convenu qu'on allait essayer de mettre en place les étapes nécessaires pour retrouver un chemin de confiance entre les États-Unis et nous, parce que c'est quand même un gros événement qu'on rappelle notre ambassadeur. Ça n'a rien à voir avec mes déclarations auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure au moment de ma sortie du gouvernement. Là, c'est un acte. Et on a établi une espèce de protocole entre nous qui a abouti à une vraie réconciliation avec les États-Unis d'Amérique, mais qui n'est intervenue qu'au mois de novembre de l'année dernière, lorsque le président Biden est venu
à la tenue du G20 à Rome. Et il y a eu une rencontre entre les deux présidents, Blinken et moi, à l'ambassade de France à Rome, pour trouver un nouveau chemin. Mais au cours de cette rencontre, le président des États-Unis a bien affirmé dans un communiqué commun la place que les États-Unis entendaient reconnaître à la défense de l'Europe, à la stratégie de défense de l'Europe, et aussi le rôle qu'il reconnaissait à la France pour son action de prévention contre le terrorisme. Il y a eu un discours positif, politique, sur en particulier l'articulation entre la défense européenne et l'Alliance Atlantique, qui a été, je crois, le fruit de beaucoup de discussions, qui aboutit maintenant à une relation qui est devenue plus saine et plus franche, plus correcte. Mais depuis, il y a eu d'autres événements. Quand on regarde tout ça, c'était en septembre de l'année dernière. Depuis septembre de l'année dernière, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde. On sortait aussi, pour resituer tout cela dans le temps, on sortait aussi de la crise afghane, avec des États-Unis qui n'étaient pas sortis de la crise afghane de la meilleure des manières. Donc avec une accumulation de handicap dans la discussion pour la partie américaine qui était quand même assez forte. On est revenu sur un chemin aujourd'hui beaucoup plus positif, à mon avis. Alors Pierre-Éric Pommelet, donc la fin de ce contrat du siècle pose la question aujourd'hui de la souveraineté australienne. Donc l'Australie qui voulait son autonomie stratégique en commandant ces sous-marins français construits chez eux avec transfert de compétences, donc vient de perdre tout ça. Ils perdent leur souveraineté par leur renoncement vers une flotte de sous-marins autonomes. Ils comptent sur les Américains. Est-ce qu'ils repoussent cette souveraineté? Est-ce qu'ils l'auront un jour? Alors c'est de la politique un peu, mais... Ouais, enfin, c'est de la politique, c'est de la politique industrielle. Et on voit bien d'ailleurs dans nos domaines défense, politique et industrie sont souvent liés parce qu'on accompagne des stratégies politiques. C'est vrai que Naval Group, dans sa vision de l'international, en général, projette une capacité de souveraineté par du transfert de technologie. Et puis finalement, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est quand même une des caractéristiques de notre entreprise. L'Australie avait choisi, effectivement, en effet, de se doter d'une souveraineté industrielle, une capacité à réaliser ces sous-marins. Bon, là, on a la conviction, enfin, je dirais, elle est partagée, elle a été explicitée qu'ils ne peuvent pas l'avoir de toute façon dans le domaine de la propulsion nucléaire, qui est réservé à un tout petit nombre de pays. Et donc, ça sera quand même extraordinairement difficile. Donc, dans le domaine des sous-marins, oui, c'est les technologies dites conventionnelles. On parle de la propulsion, donc à base de moteurs diesel électriques qui rechargent des batteries, un peu de technologie, qu'on peut avoir une souveraineté à partir du moment où ils partent vers du sous-marin nucléaire, ils se mettent dans une autre orbite, qui est celle d'une dépendance. Alors, vis-à-vis de qui, on ne le sait pas encore. États-Unis, Royaume-Uni, bon, on peut avoir nos idées, nos avis. Hein. On sent quand même que toutes les décisions qu'ils ont prises étaient très liées, d'une manière ou d'une autre, à la politique américaine dans la région. Mais si vous me permettez peut-être d'élargir quand même un peu les conséquences, parce que quand on vit un choc comme ça dans une entreprise, et je reviens un peu sur Naval Group et sur ces moments-là, il est extrêmement important de repositionner une stratégie. Et très vite, en fait, on a repositionné Naval Group sur la France, sur l'international, et puis sur un nouveau domaine de combat qui est celui des drones, des systèmes autonomes. Et peut-être la chance qu'on a eue, en tout cas dans ces circonstances, c'est que sur l'international, finalement très vite après, à la fois en Europe et puis dans d'autres régions du monde, on parlera peut-être de l'Indo-Pacifique, oui, l'Indonésie en ce qui nous concerne, et bien un certain nombre de pays sont venus nous voir. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont cru que l'Australie s'arrêtait, du coup on avait une bande passante beaucoup plus importante, ou est-ce qu'ils ont vu la position de la France et ils se sont dit ce pays-là est un pays crédible en termes d'alliance? Bon, en tout cas, moi ce que je constate, c'est que dans les semaines qui ont suivi, un très grand nombre de pays sont venus nous voir, et ça s'est traduit d'ailleurs par des opportunités commerciales, en particulier la signature du contrat grec, quelques semaines après la décision australienne. Alors effectivement, on parle de l'influence française aussi en Indo-Pacifique. Monsieur le ministre, à Villars-Bretonneux, le 15 octobre 2021, dans votre discours en hommage aux combattants australiens et néo-zélandais de la Première Guerre mondiale, vous avez notamment insisté sur l'importance stratégique de la France et de l'Union européenne dans cette zone Indo-Pacifique. Pourquoi elle est si importante? Villars-Bretonneux, c'est le lieu où, de tradition, d'histoire, de reconnaissance à l'égard des combattants australiens qui sont venus nous soutenir, combattre auprès de nous pendant la guerre 14-18. C'est en ce lieu qu'est aujourd'hui, je crois, autour de son voyage, le ministre de la Défense australien.
et c'est un moment important. J'ajoute à ça que ce qui a été très, très surprenant dans cette affaire de sous-marins australiens, c'est que nous avions placé l'enjeu au niveau stratégique, nous aussi. Au niveau stratégique, moi j'ai une interrogation que je me fais à moi-même, et je me la fais tout haut. Peut-être que d'autres l'entendront, du coup. Je ne sais pas comment font les Australiens entre 2040 et 2050. Mais bon, ça, c'est la question des autorités australiennes. Nous avions placé cet engagement sous l'égide d'une stratégie indo-pacifique que nous menions à la suite du discours du président de la République à Sydney en 2018, je crois, sur cet enjeu, que nous menions en grande partie avec l'Inde et que nous souhaitons continuer à poursuivre. J'imagine que ma collègue reprendra cette orientation avec l'Inde et l'Australie, avec lesquelles maintenant nous avons des chemins de confiance qui sont retrouvés, pour développer une stratégie indo-pacifique. Pourquoi une stratégie indo-pacifique? Parce que c'est là que se bascule aujourd'hui le monde. Cela devient le nouveau centre de gravité et démographique et économique. Et c'est aussi un territoire où la France est présente. Alors vous allez me dire, oui, on sait, il y a la Nouvelle-Calédonie, oui, mais il y a aussi 93% de notre zone économique exclusive. Parce qu'on le dit souvent, et vous le savez bien, on le sait en Bretagne, que nous sommes la deuxième puissance en termes d'espace maritime. Ça a été rappelé à Brest au moment du One Planet Summit. Oui, et l'essentiel de ces eaux, c'est dans le Pacifique. D'où l'importance de l'enjeu indo-pacifique, d'une stratégie indo-pacifique, qui ne soit pas une stratégie conflictuelle avec la Chine. Parce que, y compris dans la solennité de l'affirmation sur l'affaire des sous-marins dont je parlais tout à l'heure, il pouvait être interprété par une stratégie conflictuelle. Ce n'est pas notre logique. Nous ne sommes pas sur le modèle chinois. Mais on ne voit pas comment on peut organiser un espace indo-pacifique dont nous sommes partie prenante, pas uniquement par la Nouvelle-Calédonie ou par l'île de la Réunion ou par la Polynésie, mais parce que nous avons nos eaux et parce qu'il y a des pays qui ne nous suivraient pas ou ne suivraient pas une stratégie indo-pacifique si elle était d'abord en conflictualité avec la Chine. Donc nous avions convenu de cette stratégie au niveau français et sous la présidence française de l'Union européenne qui vient de se terminer, à l'initiative du président Macron, avec mon intermédiaire, nous avons convenu aussi d'une stratégie indo-pacifique européenne qui présente les mêmes critères pour être présent là et pour faire en sorte que les pays de l'ensemble de cette zone majeure puissent avoir un scénario alternatif à celui que propose la Chine partout. Donc c'est un enjeu essentiel. Et j'observe d'ailleurs avec intérêt que le président de la République a annoncé au moment du 14 juillet sa volonté de donner des inflexions tout en respectant les montants financiers de la loi de programmation militaire pour tenir compte de la nouvelle donne. Et une des priorités, c'est le renforcement de notre présence dans ces espaces maritimes-là, et en particulier dans les territoires d'outre-mer où nous sommes présents dans la zone, d'où aussi un effort particulier, je crois, sur la marine, ce qui ne pourrait ne pas déplaire à mon voisin de droite. Oui, parce qu'il y a l'Indo-Pacifique aussi, une zone aux intérêts industriels et stratégiques colossaux, aussi pour vous, pour Naval Group. On connaît la zone dite Rafale, donc l'Inde, l'Indonésie. Et on pourrait aussi parler de la zone navale, Singapour, Malaisie, Indonésie et Inde. Donc est-ce que vous rejoignez les propos de Monsieur le Ministre sur cette stratégie? En tout cas, oui, absolument, et on la suit. Assez rapidement après ces événements australiens, on est rentré en négociation active avec l'Indonésie, qui était pour nous un pays nouveau, et qui de toute évidence va jouer un rôle majeur dans cette zone et qui est extrêmement intéressé par nos technologies et par nos transferts de technologies. L'Indonésie est un très grand pays et souhaite réaliser sur place des sous-marins conventionnels, ça va vous rappeler une histoire, mais avec beaucoup plus de réalisme et de modestie que le programme australien. Donc c'est un programme qui peut aller beaucoup plus vite sur la base de technologies conventionnelles connues.
Voilà. Et l'Inde est un très grand pays client de Naval Group. On y a réalisé, devinez quoi, des sous-marins. Et voilà. Souvent, quand d'ailleurs vous avez cité le Rafale, il y a souvent les avions et les sous-marins. On sent bien que c'est quand même, en termes de défense, les deux systèmes d'armes les plus performants, à la fois pour se défendre, hein, en tout cas, et pour faire une dissuasion vis-à-vis d'un ennemi ou de quelqu'un qui voudrait du mal à un de ces pays. Donc l'Inde est aussi intéressée par d'autres générations de sous-marins. Voilà. Donc nous avons des prospects commerciaux et des activités en soutien, bien évidemment, de l'action diplomatique, parce que, j'espère que tout le monde le sait, on n'a pas le droit de vendre de système d'armes. C'est interdit par la loi, sauf exception. Et la seule exception peut être donnée par le Premier ministre, hein, à travers le processus de contrôle des exportations d'armement. Et donc, toutes nos activités à l'international sont entièrement couvertes par une action diplomatique, et très souvent d'ailleurs dans le cadre de partenariats de défense entre la France et les pays clients. On va passer, donc, on a parlé beaucoup d'autonomie, l'autonomie stratégique de la défense européenne et de son industrie, c'est la dernière partie. Alors, Monsieur Pommelet, depuis février, on le sait, la guerre est aux portes de l'Europe. L'Ukraine résiste courageusement, notamment grâce aux livraisons d'armes, et notamment aux livraisons d'armes américaines massives. Alors, c'est aussi un signal, une interrogation légitime. L'invasion de l'Ukraine par la Russie va-t-elle profiter à vos industries ou mettre en lumière certaines vulnérabilités ? Alors, je dirais, la première conséquence d'un événement comme celui-là, et évidemment de la médiatisation et de l'impact que ça a sur nos populations, c'est qu'une entreprise comme la nôtre se rappelle quelle est sa mission. Et le fait que la France est une industrie de défense complète, souveraine, avec une grande capacité d'autonomie, c'est dans ces moments-là où, je dirais, évidemment, Naval Group et les autres entreprises de défense, on le sait, mais aussi l'ensemble de la société dans laquelle et que l'on sert, s'en rend compte. Et très rapidement après, même dans les jours qui suivent, l'entreprise se met en configuration de soutenir, de servir. Et alors, je ne sais pas si, en tout cas, je pense que ça vous l'avez constaté. Enfin, en tout cas, ça a été médiatisé et c'est normal. On a été en soutien de la force de dissuasion française parce qu'on parlait beaucoup de nucléaire, hein, en février-mars, rappelez-vous. Et la France a mis 3 sous-marins à la mer en même temps, ce qui était une première, hein, chacun armé de ses armes nucléaires, pour se mettre en posture de dissuasion et montrer ce qu'on était capable de faire. Et ça a nécessité un travail absolument colossal, évidemment de la Marine nationale, mais aussi de Naval Group et de tous ceux qui travaillent avec nous. Et je tiens ici à remercier tous ceux qui ont contribué. C'est dans ces moments-là où on se rend compte à quoi on sert. Après la crise, on pourrait la prendre par tous les bouts. On parle beaucoup, évidemment, des aspects énergétiques, matières premières, etc., qui nous concernent très directement en tant qu'entreprise. Mais si vous avez cité le mot Europe, je pense que ce n'est pas anodin, et on va peut-être en dire 2 mots. Je pense que ça nous a aussi renforcés dans nos convictions d'aller plus loin ensemble en Europe. Et alors, est-ce que c'est des conséquences directes ou pas? Mais enfin, en tout cas, les séquences calendaires sont opportunes. Mais nous avons été notifiés cet été de la part du Fonds européen de défense du lancement d'un programme de corvettes, donc de bateaux de guerre européens, dans une coopération entre la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce aussi, qui a rejoint ce programme, et qui, dans les années qui viennent, on va dire à la fin de la décennie, permettra de doter au moins ces 4 pays de nouveaux bateaux extrêmement performants et faits ensemble. Voilà. Et ça, c'est la conséquence de la création de ce Fonds européen de défense. Peut-être que, Monsieur le ministre, vous en direz 2 mots parce que vous étiez à la genèse de ces éléments-là, mais aussi cette accélération du fait de faire des choses ensemble et d'aller plus loin. Et vous savez à quoi serviront ces bateaux, notamment ces futures corvettes? Elles auront pour mission de remplacer les frégates de surveillance, qui sont les bateaux qui assurent la surveillance de notre zone économique, et notamment en Outre-mer, et donc ça rejoint l'Indo-Pacifique. Donc l'ambition Indo-Pacifique nécessite de nouvelles forces navales, et c'est à travers le Fonds européen de défense qu'on est capable de lancer un programme qui va permettre à la Marine nationale demain d'avoir le bateau, mais pas qu'elle, aussi l'Italie et l'Espagne. Voilà, ça c'est quelques conséquences directes de ces événements absolument dramatiques, et qui en tout cas nous renforcent dans notre souhait de continuer à contribuer, comme je l'ai dit ce matin, à la défense de notre modèle, à la défense de nos territoires. Et alors on en dira peut-être 2 mots, mais je le dis, si le temps tourne, hein, pour ça on aura besoin de monde, hein, parce qu'un des éléments essentiels de cette souveraineté, c'est bien les ressources et les compétences dont on a besoin pour faire tout ça. Et les corvettes, on les fabrique où ?
Et les corvettes, on va les fabriquer en France, en Italie et en Espagne. C'est la beauté de programme européen, c'est qu'en fait, on va multiplier les quantités par 3. Et donc, on ne se posera plus trop la question de savoir comment on partage. On peut les fabriquer à Lorient? Comment? Bien évidemment. Je cherche l'info, hein, c'est pour ça. Bien évidemment, à Lorient, qui est notre port de fabrication de nos grands bateaux. Alors, je rappelle aussi que dans ces domaines-là, bon, je pourrais citer tous les programmes, mais je sais que Vincent Faujour est dans la salle et que Pierre You est un partenaire extrêmement important aussi en Bretagne pour ces bateaux de combat. Voilà, donc oui, fabriqués à Lorient, bien sûr, mais dans ce programme européen où les bateaux français fabriqués en France en étaient, mais par contre avec de la mutualisation, du partage, et à la fin une équation économique qui sera favorable pour tout le monde. Alors, Monsieur le ministre, encore une fois, donc on l'a vu, les États-Unis sont très présents dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Scénario du pire, si demain l'Europe est attaquée, peut-elle riposter? A-t-elle les moyens de se défendre? Et saura-t-elle parler aussi d'une seule voix? La question est large. D'abord, oui. D'abord, une première conviction que j'avais d'ailleurs évoquée en étant ministre des Affaires étrangères, mais qui m'a pas amené à changer de point de vue depuis. Lors de la dernière émission que j'ai pu faire dans les médias, un de vos collègues m'interrogeait sur... donc c'est au mois de juin, au mois de mai, pardon, m'interrogeait sur la durée de la crise ukrainienne. Et je lui répondais, ça va durer. Il me dit des mois, je dis sûrement. Des années, j'ai répondu peut-être. Et honnêtement, aujourd'hui, je redis la même chose. Donc il ne faut pas s'attendre à une situation de stabilisation en Ukraine. Il y a un agresseur, il faut quand même appeler les choses par leur nom, et un agressé. Et il n'y a pas de signe de la part de l'agresseur de vouloir engager une procédure de négociation de quelque manière que ce soit. Donc, ça va durer. Dans cette configuration-là, je pense que le président Poutine a sans doute raté 2 ou 3 épisodes. J'avais déjà eu l'occasion de le dire. D'abord, il contribue indirectement à constituer la nation ukrainienne, pensant à un accueil chaleureux comme celui qu'il avait eu en Crimée en 2014, il retrouve une nation en armes. Et il crée indirectement le renforcement de la nation ukrainienne. Et ce n'est pas fini. Y compris la nation en armes. La deuxième remarque que je pourrais faire sur ce sujet, c'est que le président Poutine s'attendait à une Europe qui s'émiette sur le sujet. L'Europe est unie dès le départ. Et j'ai souvenir que nous nous réunissions, puisque c'est la France qui présidait, au Quai d'Orsay, le lendemain de l'entrée en guerre. Donc même peut-être avant, puisque avant le 24, il y a eu cette déclaration du 21 février par laquelle le président Poutine reconnaissait, la Russie reconnaissait l'indépendance du Donbass et des 2 républiques du Donbass. Nous nous sommes réunis pour contester et pour commencer à prendre ensemble des sanctions. Les Européens ont été unis et sont unis et resteront unis sur ce sujet. Et là aussi, ça va durer. Il peut y avoir des divergences nationales d'intérêt sur les grandes questions d'énergie d'aujourd'hui, en raison de la dépendance de tel ou tel pays plus ou moins importante à l'égard du gaz russe, qui jusqu'à présent n'a pas fait partie des sanctions, alors que le pétrole, ça a été le cas. Mais il s'attendait à ce qu'il y ait des failles, il n'y en a pas eu, au contraire. Et ce qui a été, à mon avis, pour moi, l'expérience que j'ai vécue le plus importante dans la période récente, c'est un sommet des chefs d'État et de gouvernement qu'on a tendance à oublier, qui s'est tenu à Versailles au mois de mars, sous présidence française, où il y a eu solennellement, je vous conseille de les reprendre, ces orientations, parce qu'elles sont un peu oubliées, l'affirmation de la souveraineté européenne, à la fois dans le domaine énergétique,
Donc on nous demande, ils se disent à ce moment-là, nous allons prendre les moyens pour assumer dans les mois qui viennent, même les années pour une partie, notre souveraineté énergétique européenne. Nous allons prendre les moyens pour renforcer notre propre souveraineté stratégique et militaire, et nous prendrons les moyens pour aborder et pour assumer une souveraineté alimentaire et une réindustrialisation. Tout ça est dit dans l'accord dit de Versailles. Et tout ce que l'on constate aujourd'hui, ce sont des déclinaisons de ces engagements-là, qui sont des engagements extrêmement lourds, y compris la déclinaison concernant la souveraineté énergétique, puisque c'est le sujet de l'actualité immédiate. Il y a eu des décisions européennes prises par la présidence, sur l'initiative de la présidence française, mais aussi sur le renforcement des postures de la Commission européenne présidée par Madame von der Leyen, pour que nous puissions aboutir à une autonomie stratégique, à une souveraineté européenne dans ce domaine. Mais c'est vrai aussi dans le domaine strictement militaire, puisque vous me posez la question. Je reviens peut-être pas, on n'a peut-être pas le temps de parler de l'évolution de l'OTAN, mais en tout cas, je peux porter témoignage, puisque je termine 10 ans sur l'ensemble de ces sujets cruciaux, que sur les enjeux de souveraineté de défense, l'Europe a vécu une révolution copernicienne dont nous ne sentons pas encore tous, évidemment, les conséquences et les tenants. Je donne toujours un exemple. Certains l'ont peut-être déjà entendu et je m'en excuse. Mais en 2016, c'est pourtant après les attentats terroristes, les ministres de la Défense, j'en fais partie à l'époque, se réunissent dans une réunion informelle et avec Madame von der Leyen, qui est à ce moment-là ministre de la Défense de la République allemande, nous faisons une proposition en disant « Nous sommes tous tenus par le traité de Lisbonne, c'est celui qui nous fonde. Il y a dans le traité de Lisbonne un dispositif qui s'appelle la coopération structurée permanente, qui permet à des pays de faire plus dans le domaine de la défense, à condition que tous les autres soient d'accord qu'ils le fassent. On ne bouge pas les autres à y être, mais vous nous autorisez à faire. » Et nous, on a pensé, Madame von der Leyen et moi-même, que l'on pourrait, l'Allemagne, la France, mais tous ceux qui veulent venir, commencer dans ce sens-là en mettant en commun ou en faisant une coopération entre nos systèmes de santé militaire. C'est quand même pas le drame, les systèmes de santé militaire. Et à l'époque, on se fait gentiment mais proprement rejeter. Aujourd'hui, la coopération structurée permanente, elle est partagée par tous les pays de l'Union européenne sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, il y a un fonds européen de défense qu'a évoqué tout à l'heure Pierre-Éric Pommelet, qui est doté de 8 milliards d'euros, qui a pour objectif d'inciter l'innovation de défense faite par les Européens pour les Européens et pour les armées européennes. Et on a un exemple très concret avec les corvettes. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a une boussole stratégique qui, je le dis pour les Bretons, a été élaborée lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense à Brest en début d'année, qui précise les choix de l'Europe en matière de défense, l'identification des menaces, la manière dont nous pouvons progresser ensemble sur tous les sujets. Jamais, il y a 10 ans, on aurait pu envisager ça, jamais. Je rajoute, ça c'était avant la crise ukrainienne. Et depuis la crise ukrainienne, pour la première fois, l'Union européenne a financé pour 2,5 milliards, je crois, maintenant on doit être à 2,5 milliards, de financement d'armement produits par les États, remboursés par l'Union européenne, y compris des armements létaux. Et je vois que le haut-commissaire, le haut-représentant Joseph Borrell vient de réaffirmer cette logique-là. Et puis, dans le même sommet de Versailles, il a été décidé de créer un fonds spécial qui va être en discussion maintenant à l'automne, européen, pour financer les capacités insuffisantes de l'Union européenne. Donc le Fonds européen de défense, c'est pour l'innovation, et il y aura un fonds de compensation pour engager l'Europe, dans les différents pays, l'ensemble européen, à combler les capacités insuffisantes dans certains domaines. Donc jamais ça a été comme ça. Je voudrais dire que ça a commencé ici, à Saint-Malo. Je ne suis peut-être pas dans cette salle,
Mais la rencontre de 98 entre Tony Blair et Jacques Chirac, c'est les premiers pas vers l'Europe de la défense qui, à l'époque, c'était, si j'ai bien souvenir de ce compromis, c'était, oui, l'Alliance Atlantique, c'est l'outil de sécurité collective. Ça, c'est ce que Blair pouvait ramener à Londres. Ça a toujours été notre position, mais c'est redit avec clarté. C'est toujours notre position. Et oui, il faut que progressivement l'Union européenne se dote des outils d'action, des instruments nécessaires à ce qu'elle ait progressivement une autonomie de défense propre. Alors ça ne veut pas dire, puisqu'il nous reste 2 minutes, que nous pouvons nous défendre tout le temps, tout seuls. Mais il y a eu un trouble à un moment donné sur l'OTAN. Il y a eu un doute. Il était double d'ailleurs, triple, quadruple même. Il y avait à la fois, est-ce que l'article 5, ça tient? Bon, il y avait des phrases malheureuses de l'autre côté de l'Atlantique. 2, est-ce qu'il n'y a pas une tentation de projeter l'OTAN vers le Pacifique, AUKUS? Ah, bon, nous on n'est pas là-dedans. 3, est-ce que chacun des pays européens va faire l'effort financier nécessaire pour assurer sa défense? Nous le faisons. Et vous les Allemands, vous en êtes où là? Bon. Et puis 4, et les Turcs, arrêtez de jouer de tous les côtés en même temps. Vous êtes ou pas dans l'Alliance, il faut savoir. Il y avait cela. Et indirectement, la crise de l'AUKUS, puisqu'on revient au début du débat, a aidé à permettre des clarifications. Au-delà de cela, la crise ukrainienne aussi, puisque, je terminerai là-dessus, il y a eu plusieurs clarifications qui ont été faites. La première, c'est que l'espace de la sécurité collective, en sachant que l'OTAN, c'est un instrument de défense, et non pas de projection. L'espace de la sécurité collective est bien redevenu l'espace euro-atlantique, par la force des choses et par la nécessité des temps. 2, les contributions financières des uns et des autres ont sensiblement monté. Et l'Ukraine a abouti à ce que le chancelier Scholz, qui vient de faire des déclarations récentes très importantes, a annoncé un financement pour l'armée allemande de 100 milliards d'euros. Énorme, révolution. Il faudrait faire en sorte que ce ne soit pas uniquement pour acheter des avions américains, mais on n'est pas encore rendu là. Et puis 3, il y a eu la réaffirmation des valeurs de l'Alliance. Tout cela aboutit à ce qu'il y ait une clarification, et c'est plutôt une bonne chose dans une période où la crise ukrainienne risque de durer. Nous sommes en sécurité dans l'Alliance. Nous sommes en sécurité dans l'Alliance. Et nous sommes dans l'Alliance l'allié qui compte le plus avec le Royaume-Uni. Donc je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Les conséquences sur l'insécurité de la crise ukrainienne sont autres. Peut-être qu'on en parlera demain, mais il y a des conséquences énergétiques, on les connaît, même si aujourd'hui nous avons pris les chemins nécessaires pour en sortir, mais on n'en sort pas en 3 mois. On tire les leçons d'une mondialisation qui n'était pas qu'heureuse, on le voit. Il y a une insécurité d'influence, avec la manière dont certains acteurs utilisent les outils numériques pour développer des fausses informations et manipuler les opinions. Il y a aussi la question industrielle qui fait que nous nous sommes rendus compte que nous étions dépendants. Donc, il y a l'autonomie stratégique à reprendre. Je termine en disant que, j'en parlerai demain, peut-être plus longuement, il y avait eu un discours connu qui s'appelle le discours de la Sorbonne, où au début du premier quinquennat du président Macron, il avait affirmé la nécessité pour l'Europe d'avoir une autonomie stratégique. Quand ce mot a été utilisé, il a fait beaucoup discuter dans les différentes capitales européennes. Aujourd'hui, tout le monde partage cette nécessité. L'Europe doit retrouver sa souveraineté dans les différents domaines. Le chemin
est en train de se faire, même s'il est difficile, mais en tout cas, dans la grisaille générale, voire dans l'angoisse générale que l'on constate, pour moi, l'avenir européen est vraiment le chemin de l'optimisme. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup aux deux intervenants. Intervention de très haute qualité. 45 minutes pile. Donc c'est comme les bonnes séries, c'est la suite au prochain épisode demain. C'est comme les bonnes séries de Netflix, donc on vous retrouve demain. Merci en tout cas, merci de votre présence et merci de votre écoute. Merci à vous deux.